Dan, la dernière fois qu'on s'est vu, c'est avec Rénal que tu as fait l'entrevue en début de saison. Première émission de toute où tu nous expliquais un petit peu ce que tu avais eu la chance de filmer dans les derniers mois et vers quoi de quoi on allait parler cette année dans la Fauconnerie. Et tu as poussé un peu plus loin pas ton apprentissage, mais plutôt le développement de ta passion envers les oiseaux de proie, pardon, à faire de la fauconnerie à cheval maintenant. Exactement. C'est sûr que c'est pas évident, OK? C'est pas facile, c'est pas répandu non plus de pratiquer de la fauconnerie à cheval dans le contexte dans lequel on vit maintenant aujourd'hui, là, avec le genre de territoire qu'on a pour pratiquer. Ce qu'il faut tenir compte, écoutez, si on a un territoire qui est clôturé, si on a un territoire qu'on n'a pas accès, autrement dit, par les propriétaires, bien, c'est très difficile de pratiquer ce genre de chasse-là. Aussi, c'est pas une chasse qui est facile. C'est pas vrai que c'est facile de chasser à cheval, soit même à l'arme à feu ou encore avec un oiseau de proie, là, c'est encore plus compliqué. Sauf que ce que j'ai voulu démontrer ici avec les chroniques, Mathieu, c'est vraiment de vous montrer l'ensemble, un ensemble complet de ce qu'on peut faire ou de ce qui était pratiqué autrefois en fauconnerie, puis qu'il y a quelques personnes encore aujourd'hui, en 2007, là, qui pratiquent, 2007-2008, là, ce genre de chasse-là. Parce que dans les dernières années, tu nous as habitués à la chasse avec des oiseaux de proie, mais tu étais à parfaire. Tu n'as jamais voulu qu'on filme avant parce que tu étais vraiment à parfaire ton art, même pour toi, de travailler avec les deux, avec ton chien en plus. On dirait que depuis les 4 dernières années qu'on travaille ensemble, tu as commencé traditionnellement, de la chasse traditionnelle, debout en marchant en forêt, en voyant du gibier, en faisant aller nos affaires. Et ensuite de ça, tu es allé avec ton chien. Et maintenant, avec ton cheval. Donc, c'est toute une évolution. Bien, c'est ça. Je veux, dans le fond, c'est de vous présenter étape par étape toutes les façons et les facettes qu'on peut pratiquer lors de la fauconnerie. Mais c'est sûr que la méthode traditionnelle, donc à pied, OK, avec tout simplement, sans avoir d'aide, comme un furet, comme un chien de chasse ou encore un cheval, bien, c'est la méthode la plus simple aussi là, qu'on va pratiquer la fauconnerie. Puis aussi, bien, ça ne veut pas dire que parce qu'on a un aide comme un chien de chasse, qu'on va récolter plus de gibier. Quand on vient avec la fauconnerie à cheval, là, c'est vraiment un petit peu comme on est habitué de voir dans les films historiques, dans les pays du Moyen-Orient, c'est-à-dire les pays arabes, ils étaient très, très forts à l'époque et je crois qu'ils sont encore très forts au niveau de cette pratique de la chasse-là à cheval. Le Moyen-Orient, les pays aussi, les hauts plateaux d'Asie, donc les steppes de l'Asie, on connaît aussi les aigliers là, du Kazakhstan qui vont vraiment chasser avec des aigles dorés à cheval, soit les chevreuils qu'ils ont dans ces endroits-là, les loups, les renards. Okay, ils vont vraiment chasser là, à cheval avec un aigle, ces gros types de gibier-là. Là. Donc, Dan, dans les prochaines semaines, on va vraiment passer, pas étape par étape, mais on va montrer l'évolution, l'entraînement du cheval, comment ça s'est fait, comment on a travaillé pour en arriver à être capable de dire on chasse à cheval avec notre oiseau de proie au point, peut-être notre chien qui suit en avant, montrer comment tu as réussi à combiner tout ça. Bien, c'est ça. Il y a une séquence qu'il faut suivre pour désensibiliser toutes les parties, là, en fait, les animaux là, qui vont travailler ensemble pour pas que, justement, pour qu'il y ait une cohésion là, ensemble de vouloir capturer du gibier sauvage, finalement. Bon, bien, dans une prochaine semaine, on commence avec la première étape. Merci, Mathieu. Dan, on va commencer l'entraînement de notre cheval avec notre oiseau de proie. C'est pas évident, là. C'est deux animaux qui vont se côtoyer de façon très, très près, de très proche. Là. Normalement, le cheval, il fait sa job et l'oiseau de proie, lui aussi, lui, est dans un autre monde. Et là, on s'arrange, il faut que les deux cohabitent. Là. OK. Ce qui arrive, ce qu'il faut comprendre au niveau du cheval, c'est que lui, il se sent, littéralement, à l'état sauvage, je veux dire, un cheval, c'est une proie. Donc, il y a un instinct de fuite. L'oiseau de proie étant un prédateur, tout comme l'humain, bien, on n'a pas la même façon d'interagir ou d'agir que le cheval aura, par exemple. Donc, ce qu'il faut faire, c'est une désensibilisation au niveau du cheval et au niveau de l'oiseau de proie aussi, afin que bien, les deux finissent par s'habituer à travailler ensemble, puis qu'il y ait un genre de confiance, un lien de confiance qui se crée finalement. En fauconnerie, le cheval, il fait tout simplement le travail c'est un moyen de transport.
OK? Je pourrais utiliser un VTT, je pourrais utiliser une voiture, mais je préfère faire ça à cheval, en monte, en selle western, là, juste pour le cachet que ça donne, puis la passion que j'ai aussi pour la selle western, là. Donc, c'est ça, il y a des étapes qu'on doit franchir des sensibilisations. Et puis, ce que vous voyez ou ce que vous allez voir, en fait, c'est le tout début de l'entraînement d'un cheval et d'un oiseau de proie pour apprendre à se tolérer mutuellement, comme je vous disais, pour développer ce lien de confiance-là. Donc, ce qu'on fait, on prend le cheval, on prend l'oiseau à une distance au début. On va les entrer visuellement comme ça, un et l'autre, et puis de plus en plus près. Puis à un moment donné, on va faire voler l'oiseau près du cheval, toujours en regardant la réaction de chacun pour pas qu'il y ait de peur qui s'installe. Donc, c'est vraiment une étape cruciale, l'entraînement initial des deux parties. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas de peur qui commence à s'engrammer dans la tête de chacun, parce que sinon, c'est très facile de perdre le contrôle. Oui, effectivement. Puis des accidents vont arriver d'un côté comme de l'autre. C'est pas plus évident si tu es monté sur ton cheval, que l'oiseau arrive trop proche, que le cheval prend le mort aux dents, puis il rue, puis on n'en parle pas. Là. Bien, Mathieu, c'est extrêmement dangereux. OK? Si on a un cheval, à un moment donné, imaginez-vous un scénario de chasse qu'on s'en va, puis à un moment donné, il y a un faisan ou une perdrix qui lève en avant du cheval ou tout près du cheval. Parce que c'est ça, le gros avantage de chasser à cheval, c'est qu'on est capable d'approcher le gibier vraiment de très près comparativement à si on est à pied au sol. Le gibier, lui, il ne s'aperçoit pas qu'il y a un prédateur ou deux même de monter sur ce cheval-là et donc va se laisser approcher beaucoup plus facilement et de beaucoup plus près lorsqu'on est monté à cheval. Comme ça, c'est ça qui est l'avantage de chasser à cheval, en fait, lorsqu'on a les bonnes conditions, qu'on n'a pas de terrain avec des clôtures, qu'on a les accès par les propriétaires terriens, là, qu'on a les accords, tout ça. Et puis, évidemment, qu'il y a du gibier disponible. Mais il faut faire attention, c'est-à-dire que si le cheval fait un grand écart, comme on dit, parce qu'il y a un gibier, un canard, par exemple, qui est parti comme une balle de fusil à côté de lui, puis que là, moi, je me ramasse au sol, désarçonné carrément, ça peut être très dangereux. On n'est pas dans un paddock avec 10 pouces de sable, là. Ça peut être de la roche, ça peut être... le sol est très dur, là, donc c'est ça, il faut s'assurer qu'on a un cheval qui est à l'épreuve de toutes ces choses-là. Et il y a une façon, comme vous le voyez, là, de désensibiliser tranquillement, petit à petit. Et même, je vous dirais que ce n'est pas tous les chevaux qui pourraient éventuellement faire de bons chevaux de fauconnerie. Ça prend déjà un animal qui est très calme à la base. Écoute, Dan, on continue de regarder les images un petit peu de comment ta conjointe et toi, vous avez travaillé avec ton cheval et tes oiseaux de proie. Puis dans une prochaine semaine, on regarde la deuxième étape. Ça fait plaisir, Mathieu. Dan, on a eu un beau dossier l'année passée où tu nous as présenté des bébés faucons, où tu as pris la peine de filmer, tu nourrissais à la main, tu nous montrais vraiment c'était quoi d'amener à maturité un oiseau de proie. Mais de la reproduction en captivité, c'est tout un art, là, ce que tu fais ici. Bien, en fait, c'est une source significative, hein, la reproduction en captivité, d'être capable de se procurer justement des oiseaux de proie pour pratiquer la chasse au vol. Donc, il y a plusieurs étapes dans ça. C'est pas facile. Il y a beaucoup de sciences d'impliquer dans ça qui doivent être appliquées, là. J'ai la chance de vous présenter des belles images de copulation avec des buses que vous voyez, des buses à queue rousse. C'est une scène qui est quand même... ça a été croqué sur le vif. Oui, c'est pas évident de recueillir ces images-là. Très chanceux d'avoir pris ça. C'est juste un addon. Donc, vous voyez une scène, justement. Les buses vont copuler pour fertiliser les œufs. Ensuite de ça, l'oiseau de proie va commencer à couver les œufs. Puis moi, c'est là que j'entre en interaction, soit pour placer ces œufs-là en incubateur, pour ensuite retourner les petits aux parents après un certain nombre de temps, ou encore je peux isoler, par la suite, choisir d'isoler un petit pour faire de l'imprégnation, pour créer un imprégné. L'idée d'imprégner un oiseau de proie, c'est sûr qu'il y a des côtés positifs à ça, mais il y a des bons côtés négatifs aussi. Et puis moi, je ne suggère pas un imprégné pour des débutants, certainement pas. OK. Je suggère fortement de commencer avec la méthode traditionnelle, qui est d'avoir un oiseau de proie qui a été élevé complètement par les parents. Les gens qui ont de l'expérience par la suite pourront peut-être, si ça les intéresse, aller vers un imprégné.
les côtés positifs d'un oiseau qui est imprégné, c'est-à-dire qui est isolé de ses congénères et qui est élevé strictement par les humains, donc par la main de l'homme, c'est qu'on va développer un oiseau de proie qui ne connaît pas la peur. Comme on peut voir, par exemple, dans les animaleries, les perroquets qui sont là ont tous été élevés à la main. Donc, ils vont reconnaître les humains comme étant leurs congénères, si vous voulez. OK? Mais dans le cas d'un oiseau de proie, il faut qu'on comprenne aussi que c'est un prédateur. Donc, le côté territorial, c'est un animal qui est très territorial, très agressif, qui va même agresser les parents jusqu'à un certain point, là. Et donc, nous, on devient le modèle parental. Fait qu'il faut vraiment être au courant de tous ces côtés négatifs-là, justement, pour pas qu'il arrive d'accidents, autant sur nous autres que des passants ou des gens, là, tout simplement, qui passeraient par là, puis que là, on finirait par perdre le contrôle sur notre oiseau. Là. Moi, je sais, pour avoir lu sur l'imprégnation animale, il y a des animaux qu'on peut imprégner, qui peuvent avoir, dès la naissance, un contact avec l'homme pour... puis il y en a qui ont un bon laps de temps avant qu'on puisse dire, ben on a tant de temps pour pouvoir l'imprégner. Après ça, il va rester un animal sauvage. Est-ce que c'est pareil au niveau des oiseaux de proie? Il faut vraiment que ça soit le laps de temps qu'on a pour mettre le contact, l'oisillon avec l'humain. J'avais déjà expliqué à un moment donné aussi, lors des chroniques, que je crois, les oiseaux nidifuges, les oiseaux nidicoles. Oui. Donc, les oiseaux nidifuges, c'est des oiseaux comme les perdrix, par exemple, qui vont s'imprégner dans les quelques heures après la naissance de leur modèle parental. Les oiseaux nidicoles, comme les rapaces, il y a plusieurs éléments qui vont embarquer, qui vont chevaucher pour l'imprégnation de ces oiseaux-là, et ça se fait sur une très longue période de temps. Donc, l'imprégnation d'un oiseau de proie, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, tout au long de son développement. OK? Donc, dans ça, ce qui est important, là, c'est de reconnaître que oui, c'est un oiseau de proie, c'est un prédateur, et puis il y a du danger potentiel par la suite pour l'humain lorsqu'on ne fait pas les choses, je dirais, lorsque l'imprégnation est mal orientée. On peut se ramasser carrément avec des oiseaux qui vont nous agresser, comme le font les petits avec les parents. Lorsque les parents, l'état sauvage, cessent de nourrir les petits, OK? Ils leur ont montré à voler, ils leur ont montré à chasser. Maintenant, ils cessent de le nourrir pour l'émancipation, pour qu'ils changent de territoire aussi. Donc, l'oiseau de proie qu'on imprègne comme ça va avoir le même comportement face à l'humain. Mais il y a une façon de faire, justement, pour éviter ce genre de problème-là. Les images que vous voyez, encore une fois, c'est des images où on montre... on part un oiseau dans ses quelques jours de vie, et puis tout le principe de sociabilisation, autant avec les humains, avec le chien de chasse, qu'on va développer tout au long de sa croissance, en fait. Là. Mais comme je vous dis, la chose qui est à retenir, c'est que l'imprégnation, vraiment, il faut que ce soit des gens qui sont en connaissance de cause qui vont entreprendre ça. Donc, on ne prend pas un oisillon, un jeune oiseau de proie. Dans un nid, par exemple, premièrement, ce n'est pas légal au Québec. Deuxièmement, ça prend une personne qui a beaucoup d'expérience dans ce domaine-là pour entreprendre ça. Merci beaucoup, Dan. C'est toujours passionnant de t'entendre parler de tes oiseaux. Merci, Mathieu. Dan, on dit que les chasseurs sont des passionnés, mais pour faire avancer la cause de la chasse dans son domaine propre, je pense qu'il n'y a personne qui a travaillé aussi fort que toi depuis les dernières années. Puis les gens qui vont avoir la chance de pratiquer éventuellement de la chasse avec des oiseaux de proie, c'est parce qu'il y a un gars comme toi qui a poussé au niveau du gouvernement pour faire avancer le dossier. On avait pris la peine de faire, au début de la saison, quand on était à Serre-en-Fête, on a fait la première capsule d'introduction ensemble, mais on avait pris la peine d'en faire une deuxième pour dénoncer le fait peut-être que les fonctionnaires en place dormaient sur la switch, il faut le dire, dormaient sur la switch et ne voulaient pas autoriser tout de suite, entériner l'accord de principe qui avait été conclu. Et finalement, à 2 jours de produire l'émission, tu me téléphones, Mathieu, non, j'ai eu le OK, on peut chasser cette année. Donc, tu as réussi, tu as gagné, on a le droit de chasser avec des oiseaux de proie au Québec maintenant. Mathieu, aussi, c'est vrai tout ce que tu dis, OK? Je dois aussi mentionner par contre qu'il y a une association qui existe au Québec qui ont fait des pressions, des tractations de leur côté. Moi, je n'ai pas fait de tractation biaisée avec eux autres. Par contre,
Vous avez on travaillé travaillait dans le même sens, OK? Sauf que moi, je ne travaillais pas nécessairement avec l'association parce que j'avais mes convictions personnelles puis j'avais certains doutes. Mais tout ça mis ensemble ont fait que ça a fait bouger des choses. Exactement. Il y a eu un accord de principe qui a été convenu avec les avocats au ministère, les différentes structures, en tout cas au ministère. Mais il semblait que, à cette époque-là, réellement, la main droite ne parlait pas à la main gauche. Donc, ils refusaient d'émettre le permis, justement, issu de l'entente de principe. C'est ce qui a motivé notre intervention de faire une deuxième chronique à un moment donné, puis de lâcher cette chronique-là si jamais l'entente de principe n'était pas respectée. Mais l'entente de principe, heureusement, a été finalement respectée, OK, après avoir rué dans les brancards, pardon. Si bien qu'aujourd'hui, la saison 2007-2008, on a le droit de chasser le gibier sauvage à l'aide des oiseaux de proie maintenant au Québec. C'est une entente provisoire pour cette année. L'an prochain, on nous dit que la réglementation officielle prendra place. Donc, ce sera acquis, vraiment, de pouvoir chasser, pratiquer l'art de la fauconnerie pour vrai au Québec et non seulement se contenter avec des permis dérogatoires qui durent quelques journées là, de chasser du gibier d'élevage. Il n'y a vraiment pas d'intérêt à chasser le gibier d'élevage. Nous, notre objectif, c'est vraiment le gibier sauvage. Là, cette année, toi, tu as eu la chance de partir chasser la perdrix, le canard, les oiseaux migrateurs avec les oiseaux de proie. Bien, j'anticipais beaucoup cette entente de principe-là, si bien que j'ai décidé d'entraîner un autour des palombes, OK, qui est vraiment un oiseau de proie que j'apprécie énormément pour ses qualités là, vraiment de rapace et de chasseur hors terre. Et puis, j'ai finalement réussi à récolter le lendemain de l'autorisation que j'ai reçue par courriel du Service canadien de la faune, en fait, via l'association, de chasser le sauvagine. Bien, le lendemain, j'avais déjà dans ma jubassière une femelle canard malard que j'avais attrapée avec mon autour des palombes. 3 jours après, je pars, je continue encore mes tournées de chasse et puis j'ai eu la chance de capturer, une chance absolument inouïe, puis même une poursuite spectaculaire, de capturer une oie blanche. Un auto, on est d'accord, c'est un auto des palombes, c'est un bel oiseau de proie. Mais une oie blanche, ça reste une oie blanche, ça reste un gros oiseau. C'est très gros puis c'est très dangereux potentiellement. On sait que les oies peuvent attaquer avec leurs ailes. Là. C'est des animaux qui peuvent contre-attaquer et puis ils peuvent infliger des blessures très graves, sinon même la mort à notre oiseau de proie. Okay. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai dit, c'est pas vrai, il n'est pas en train de faire ça. Et puis il part après, une quarantaine de pieds dans les airs, à 200 pieds de moi, attrape l'oie blanche, descend au sol avec. Donc, j'ai dû prendre les jambes à mon cou, traverser la rivière et puis aller aider mon oiseau parce que la bataille était vraiment prise sur le terrain. Une fois rendu au sol, l'oie blanche, là, elle voulait s'en aller. Puis l'autour, bien, c'était un petit mâle autour des palombes. Donc, c'est pas aussi puissant qu'une femelle. Certainement plus rapide, là, mais pas aussi puissant. Donc, j'ai aidé justement à mon oiseau là, à tuer ou à mettre à mort, tout simplement, là, le gibier qu'il avait attrapé. Écoute, je sais, tu n'es pas tout seul au Québec qui fait de la fauconnerie. C'est-à-dire, tu sais, tu donnes beaucoup de cours. Il y a des gens qui sont devenus des passionnés, qui ne sont pas des professionnels, mais qui sont des passionnés et qui attendaient ça aussi, cette réglementation-là. Je lance l'invitation. Si jamais il y a des gens à la maison qui sont des fauconniers, qui ont eu la chance cette année, avec la nouvelle réglementation, de peut-être tester la qualité de leurs oiseaux et puis de leur succès de chasse, envoyez-nous des photos qu'on montre ça. Les gens voient les photos de tes récoltes de cette année. Puis écoute, je suis content pour vous autres parce que, puis c'est vrai, tu sais, je comprenais pas pourquoi ça a pris tant d'années avant qu'on arrive à ce résultat-là parce que c'est une capture sur 5 tentatives peut-être que vous faites avec vos oiseaux de proie. Vous faites vraiment pas ça pour dire on veut enlever du gibier dans le chemin. Vous en capturez pas du gibier. C'est tellement compliqué au niveau du scénario là, pour être capable de récolter du gibier. Écoutez, c'est 1 fois sur 8, 1 fois sur 10, on est chanceux là, qu'on va obtenir une récolte sauvage. Donc, on est loin du coup de fusil. Là. Donc, puis il n'y a pas de danger, sauf que les études ont déjà été faites là-dessus. Ils ont démontré qu'il n'y avait pas d'impact significatif. C'est vraiment négligeable comme impact, la chasse avec un oiseau de proie. Puis oui, je réitère l'invitation. S'il y a des gens qui ont capturé du gibier, d'autres fauconniers dans la province de Québec, bien, c'est ça qui est intéressant, c'est de partager ces captures-là puis ces expériences-là. C'est pas de garder ça pour vous, puis partagez-le, puis ça va nous faire plaisir. Mathieu, ça va te faire plaisir de montrer ces images-là. Puis même moi, je salive lorsque je vois un bon scénario de chasse comme ça. Là, regardez, j'en demande pas mieux moi aussi. Là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a un centre, qu'on a une école de fauconnerie. C'est pour transmettre cette passion-là. Puis
on aime ça aussi avoir des feedbacks, comme on dit en anglais, là, les expériences des gens par la suite. Puis Les c'est succès. c'est ça qui alimente la flamme au niveau de la fauconnerie puis de la chasse comme telle. Là. Ben, Dan, merci beaucoup. C'est encore une fois très passionnant. Puis on va se revoir un peu plus tard dans l'année pour en refaire d'autres choses sur la fauconnerie. Merci beaucoup, Mathieu. C'est juste pour montrer qu'on a fait une capture. On a capturé un canard sauvage avec l'autour des palombes qui est là. Puis c'est la première capture sauvage qu'on a faite depuis le début, si on veut, de la réglementation de la fauconnerie au Québec. Donc pour moi, c'est ma première vraie capture sauvage avec les permis adéquats. En même temps, il faut dire un gros merci à Mathieu et à Claude, puis à Rénal aussi, de nous avoir aidés avec les chroniques à réaliser ce projet-là, puis ce rêve-là, dans le fond, de légaliser la fauconnerie au Québec.